Bonjour à tous, donc nouveau chapitre, stratégie de synthèse et sélectivité. Alors on distingue plusieurs secteurs industriels où la synthèse organique intervient. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle la chimie de base, qui produit des molécules simples à partir des dérivés du pétrole. C'est une production qui s'effectue en peu d'étapes et avec de très gros tonnages. Il y a aussi la parachimie, dont les produits vous sont bien connus. Ce sont les détergents, les savons, les encres, les produits de beauté, les cols, les parfums et j'en oublie. Et enfin la pharmacie qui élabore les médicaments. Alors, quelle stratégie adopter lors d'une synthèse? Avant la réaction, il va y avoir pas mal de choix à faire. Il va falloir choisir les réactifs, ainsi que leur quantité. Souvent, l'un des réactifs est introduit en excès. En général, on choisit rarement les proportions stoichiométriques, ce qui semblerait assez intuitif. En fait, on va introduire en excès le réactif qui coûte le moins cher. Il va choisir un solvant adapté qui va permettre de solubiliser les réactifs. On comprend bien que c'est très important parce que si les deux réactifs sont dans des phases différentes, ça ne va pas très bien réagir, ça va réagir simplement à l'interphase entre les deux réactifs. Il va falloir aussi contrôler la température dans le milieu réactionnel. Un catalyseur qui va permettre d'augmenter la vitesse de la réaction, bien choisir les paramètres expérimentaux, la température et la durée de la réaction, et aussi un montage qui va être adapté à la réaction. Alors une synthèse organique comporte en général au moins 4 étapes, dont la première est la réaction. On utilise le plus souvent un montage de chauffage à reflux qui permet de réaliser une transformation chimique à la température d'ébullition du mélange réactionnel. Alors pourquoi chauffer? Il faut se rappeler le cours sur la cinétique. Les facteurs cinétiques sont la température et la concentration. Plus la température est élevée, plus la transformation va être rapide. Donc pour que la transformation soit plus rapide. Pourquoi utiliser un montage à reflux? Le montage à reflux va permettre de condenser les vapeurs issues du mélange réactionnel, et donc les gouttes après vont retomber dans le ballon, ce qui va permettre de limiter les pertes. Afin de condenser les vapeurs et ainsi limiter les pertes. Alors il faut savoir légender le montage du chauffage à reflux. Donc ici, on a le support élévateur. Le chauffe-ballon. Ici un ballon avec deux cols, on appelle ça un ballon bicol. On va faire arriver l'eau dans le réfrigérant toujours par le bas, pour pas que des bulles d'air restent coincées, et l'eau ressort par le haut du réfrigérant. Donc ici, le réfrigérant à eau. Donc le principe, c'est que l'eau va circuler dans l'enveloppe extérieure et va permettre de refroidir l'enveloppe intérieure. Donc les vapeurs vont venir se condenser sur cette enveloppe intérieure, former des gouttelettes qui vont retomber dans le ballon, ce qui va permettre donc d'éviter les pertes. Alors une fois la réaction chimique terminée, il va falloir isoler le produit d'intérêt. Rappelez-vous que les réactifs n'ont pas nécessairement été introduits dans les proportions stoichiométriques, donc il va rester du réactif en excès. Il se peut aussi que la transformation elle-même ne soit pas totale. À ce moment-là, il va rester des différents réactifs. Et il peut se former un ou plusieurs produits chimiques. Donc en fait, il va falloir isoler le produit d'intérêt de ce mélange complexe qui va contenir beaucoup d'espèces chimiques différentes. Alors, deux exemples de techniques peuvent être utilisés. Il va y avoir l'extraction liquide-liquide qui consiste à extraire l'espèce chimique d'intérêt si elle est dissoute dans un mélange liquide. Donc il faudra trouver un solvant extracteur adapté. Et il y a aussi la cristallisation qui consiste donc à séparer un solide des autres espèces chimiques si le solide bien sûr est le solide d'intérêt.
Un exemple de cristallisation par modification du pH, c'est celui de la synthèse de l'acide benzoïque. À la fin de la synthèse, on obtient des ions benzoates très solubles dans l'eau. L'ajout de solutions d'acide chlorhydrique transforme les ions benzoates en acide benzoïque, c'est une réaction acide-base, et l'acide benzoïque est insoluble dans l'eau. Les cristaux blancs donc se forment dès que la solution est saturée. À la fin, donc, il ne restera plus qu'à filtrer à nouveau sur Büchner pour récupérer les cristaux et les rincer à l'eau froide pour entraîner tous les ions restants. Alors, quels sont les grands principes de l'extraction liquide-liquide? Il va falloir commencer par choisir le bon solvant extracteur. Alors, les propriétés d'un bon solvant extracteur, il faut bien sûr que ce solvant ne soit pas miscible avec le mélange initial, pour pouvoir le séparer par la suite. Le mélange initial, ça pourrait être une phase aqueuse, par exemple. Et il faut bien sûr que l'espèce chimique que l'on souhaite extraire soit très soluble dans ce solvant extracteur. Une fois l'extraction terminée, la position des deux phases va être basée sur la différence des densités des deux solvants. Le solvant le plus dense constituera la phase inférieure. Et la composition des phases va être déterminée par l'étude des solubilités dans les deux solvants. Une fois que l'extraction sera terminée, la phase utile avec le solvant extracteur va devoir être séchée pour enlever les traces d'eau qui vont en général gêner la distillation. Et puis après, donc, le produit de synthèse est alors séparé du solvant extracteur par évaporation du solvant. Donc c'est une distillation simple. Dernière remarque, lors de l'extraction liquide-liquide, la phase aqueuse est souvent saturée en sel, ce qui permet en fait de diminuer la solubilité de l'espèce d'intérêt dans cette phase. Alors voici les 3 étapes expérimentales de l'extraction liquide-liquide. Donc le solvant extracteur ici représenté en jaune, il est dans l'Erlenmeyer. À la fin, si vous regardez la dernière étape, le solvant extracteur se retrouve dans la phase supérieure. Ça signifie ici que le solvant extracteur, il est moins dense que l'eau, qui constitue la phase inférieure, ici, puisque la réaction chimique s'est produite en solution aqueuse. Elle contient l'eau, plus l'espèce à extraire, plus d'autres espèces chimiques, bien sûr. Donc la première étape, c'est d'introduire le solvant dans l'ampoule à décanter. On met toujours un bécher en dessous de l'ampoule à décanter si jamais il y avait des fuites au niveau du robinet. Puis après, on va passer à l'extraction. Donc on ferme l'ampoule à décanter avec un bouchon que l'on va tenir fermement avec la main droite. Au début, on agite à peine. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des surpressions qui se forment à l'intérieur de l'ampoule à décanter. Et donc on va dégazer régulièrement pour éliminer ces surpressions. Donc tenir le bouchon fermement, agiter à peine au début, attention au dégazage. Donc on oriente l'ampoule à décanter vers le haut, vers un endroit qui est dégagé, vers le mur ou une fenêtre. Et puis on ouvre le robinet. Après on referme. Et puis après on peut agiter de plus en plus énergiquement au fur et à mesure que les surpressions diminuent. Une fois cette étape terminée, il va falloir séparer les deux phases. Donc pour cela, on repose l'ampoule à décanter dans son support, sur son support. On enlève le bouchon. Et puis après, on va pouvoir, une fois que la décantation a été effectuée, que les deux phases se sont bien séparées, on va pouvoir ouvrir le robinet pour éliminer la phase aqueuse et puis après récupérer la phase supérieure qui contient le solvant extracteur avec l'espèce extraite. Alors on peut montrer que pour un volume donné de solvant d'extraction, il est plus efficace de procéder en plusieurs extractions, avec des fractions de ce volume qu'en une seule fois. C'est-à-dire que si vous disposez de 40 ml de solvant extracteur, vous allez faire une première extraction avec 20 ml de la phase aqueuse, puis une deuxième extraction de la phase aqueuse avec les 20 ml qui restent, et puis après, il suffit de réunir ces deux phases organiques avec l'espèce qui a été extraite, et on montre que c'est plus efficace que d'avoir procédé en une seule fois. Un exercice d'application, choisir le solvant le plus adapté pour extraire le génol d'une phase aqueuse. On dispose de 60 ml de ce solvant et il faudra rédiger le protocole de l'extraction. Légender le schéma ci-contre une fois l'extraction réalisée. Alors il faut se rappeler les caractéristiques d'un bon solvant extracteur. Ici le mélange réactionnel c'est de l'eau dans lequel le génol est présente. Donc il va falloir choisir un solvant extracteur bien sûr qui n'est pas soluble dans l'eau. Donc ici déjà on peut rejeter l'éthanol. Pourquoi? Parce que l'éthanol, il est très soluble dans l'eau. Donc si on l'utilise comme solvant extracteur, ça serait une erreur parce qu'à la fin, on n'obtiendrait qu'une seule phase.
donc impossible de séparer quoi que ce soit. Donc les deux solvants restants, le cyclohexane et le tétrachlorométhane, eux par contre sont insolubles dans l'eau. Donc le solvant d'extraction doit être insoluble dans l'eau. Donc on rejette l'éthanol. Deuxième propriété d'un bon solvant extracteur, le génol doit y être très soluble. Donc il reste deux possibilités, le cyclohexane et le tétrachlorométhane. Et on voit bien que le génol est très soluble aussi bien dans l'un que dans l'autre. Lequel va-t-on choisir? On va regarder la toxicité de chacun de ces deux solvants en regardant les pictogrammes. Ici, pour le cyclohexane, on trouve le pictogramme inflammable, et puis on voit aussi qu'il est dangereux pour l'environnement. Si on regarde pour le tétrachlorométhane, on voit aussi que c'est un polluant et qu'il présente une très forte toxicité. Donc on va prendre le moins pire des deux, qui est le cyclohexane. Donc on choisit le cyclohexane. Car il est moins toxique. On va légender le schéma du montage, donc ici c'est l'ampoule à décanter. Alors il faut savoir quelle est la phase supérieure et quelle est la phase inférieure, de quoi sont-elles constituées. Pour cela, il faut regarder les densités des solvants. Donc je regarde ici la densité du cyclohexane, elle est de 0,78. La densité de l'eau est égale à 1. Donc la phase inférieure va être la phase aqueuse. Donc ici, on va trouver la phase aqueuse. Car la densité de l'eau est supérieure à la densité du cyclohexane. La phase supérieure donc va être la phase organique, par opposition à la phase aqueuse, qui va contenir donc le solvant d'extraction. Donc ici c'est du cyclohexane, plus le génol qui aura été extrait de la phase aqueuse. Alors attention, la phase organique, c'est pas toujours la phase supérieure. Imaginons que l'on ait choisi comme solvant d'extraction du tétrachlorométhane. Regardez sa densité. Le tétrachlorométhane, il a une densité de 1,59, qui est supérieure à celle de l'eau. Donc si on avait choisi du tétrachlorométhane, la phase organique se serait retrouvée en dessous. Il reste à rédiger le mode opératoire de l'extraction. On dispose de 60 ml de solvant. Alors rappelez-vous, pour récupérer davantage de génol, on a intérêt à fractionner ce volume en 3 fois 20 ml, et de réaliser 3 extractions successives, ce qui va permettre de récupérer davantage de génol. Donc première étape, introduire la solution aqueuse. Et 20 ml de cyclohexane. Dans l'ampoule à décanter. Donc après, on bouche l'ampoule et on agite
en dégazant régulièrement. Toujours en orientant l'ampoule vers un endroit dégagé. On débouche l'ampoule. Et après, il faut recueillir la phase organique supérieure. On recommence 2 fois l'extraction avec les autres fractions du solvant extracteur. Et puis pour terminer, il suffit de réunir les phases organiques que l'on a obtenues. Alors deuxième technique d'isolement, c'est la cristallisation, qui consiste à extraire une espèce chimique solide dissoute dans un mélange. Donc par différentes méthodes, on peut faire cristalliser l'espèce d'intérêt, en modifiant le pH, en refroidissant par exemple, ce qui va permettre de diminuer sa solubilité. Et donc elle va finir par précipiter. Et après il ne reste plus qu'à filtrer pour récupérer donc l'espèce dans le papier filtre. Alors il existe une technique qui est plus rapide, une filtration plus rapide, c'est la filtration sous vide qui vous est présentée en dessous. Elle va être plus rapide puisque en fait on va aspirer l'air qui est sous le filtre. Donc il faut savoir légender ce montage. En dessous, donc, le liquide que l'on obtient s'appelle le filtrat. Le récipient qui va permettre de faire la filtration s'appelle une fiole à vide. Donc c'est un récipient en verre avec des parois suffisamment épaisses pour pouvoir résister à la dépression, pour pas qu'il implose sous la différence de pression. L'aspiration se fait avec une trompe à eau. Donc ici, l'air va être aspiré par ce tuyau. Donc ici, on a l'entonnoir qui porte le nom de Büchner. Un papier filtre. Et on introduit donc le mélange réactionnel dans l'entonnoir. Voici un montage de filtration sous vide. On distingue la fiole à vide surmontée de son entonnoir de Büchner. L'ensemble est maintenu fermement par une pince qui évite au montage de se renverser lors de la filtration. L'air est aspiré par l'intermédiaire d'une trompe à eau qui va créer une dépression à l'intérieur de la fiole à vide et donc une aspiration qui va rendre la filtration beaucoup plus rapide. Après avoir isolé le produit d'intérêt, il reste à le purifier. Il faut bien comprendre que par exemple, après l'étape d'extraction liquide-liquide, d'autres espèces chimiques, des impuretés, ont pu se solubiliser dans le solvant d'extraction. Il reste donc à les éliminer. Alors deux techniques. Si le produit d'intérêt est un solide, on va utiliser une technique qui s'appelle la recristallisation. On va dissoudre le produit d'intérêt dans un solvant de recristallisation à chaud. Et ce solvant de recristallisation va dissoudre aussi bien le produit d'intérêt que les impuretés. Et on a choisi ce solvant de recristallisation de telle sorte que les impuretés soient solubles à chaud comme à froid. Et quand on va refroidir, seul en fait le produit d'intérêt va cristalliser, les impuretés restant dans le solvant de recristallisation. Il suffira alors de filtrer pour terminer la recristallisation et obtenir donc le produit d'intérêt purifié. Si le produit d'intérêt est un liquide, il suffira de faire une distillation, donc une méthode de purification des liquides fondée sur les différences de température d'ébullition du produit et des impuretés. Par exemple, si l'espèce à isoler possède la température d'ébullition la plus basse, elle va être plus volatile et donc elle va être séparée par évaporation, puis recondensée dans la colonne de distillation et puis finalement condensée dans le réfrigérant et récupérée ici dans l'Erlenmeyer. Donc il faut savoir légender ce montage,
Tous les éléments vous sont connus. Ici, on appelle ça donc la colonne de distillation ou colonne de Vigreux. Donc un montage de distillation fractionnée. Sur cette photo réalisée lors de la synthèse du paracétamol, vous voyez des cristaux avant et après recristallisation. La recristallisation a permis d'éliminer une impureté qui donnait une coloration jaunâtre aux cristaux, qui sont devenus blancs et brillants après recristallisation. Dernière étape importante, les analyses. Imaginez que vous soyez dans l'industrie pharmaceutique, que vous ayez synthétisé un médicament. Avant de le commercialiser, il faudra bien sûr s'assurer que vous ayez synthétisé la bonne molécule et aussi qu'il n'y ait pas d'impureté qui soit présente. Alors les analyses que vous allez pouvoir réaliser, si c'est un solide, on peut mesurer la température de fusion en utilisant par exemple un bancofleur. Si c'est un liquide, on va mesurer la température d'ébullition lors de la distillation par exemple. Ou alors on peut aussi mesurer l'indice de réfraction à l'aide d'un réfractomètre. Pour les liquides et les solides, on peut faire de la spectroscopie infrarouge ou de RMN pour caractériser la molécule. On peut aussi faire une chromatographie sur couche mince. Alors, un exercice d'application sur la chromatographie sur couche mince, la synthèse du paracétamol, qui a pour équation donc la suivante. Comme réactif, on a le 1-amino-4-hydroxybenzène qui réagit avec de l'anhydride éthanoïque pour donner du paracétamol et de l'acide éthanoïque. Alors la question, quel dépôt peut-on effectuer sur la plaque CCM pour caractériser et contrôler la pureté du paracétamol synthétisé? Deux dépôts sont indispensables. Les cristaux obtenus lors de la synthèse. Donc le produit que l'on a synthétisé, isolé et purifié. Et aussi donc des cristaux de référence, c'est ce qu'on appelle un étalon, que l'on peut trouver par exemple dans un médicament. Donc les cristaux de paracétamol. Provenant d'un médicament. On rajoute très fréquemment des dépôts qui correspondent aux réactifs, qui sont souvent des impuretés qui sont fréquentes. Alors ici, on ne va réaliser qu'un dépôt supplémentaire, le 1-amino-4-hydroxybenzène, parce que l'anhydride éthanoïque ne pourra pas être révélé aux ultraviolets avec la technique de la CCM. L'anhydride éthanoïque, donc, n'absorbant pas dans l'ultraviolet. Alors bien sûr, on ne dépose pas directement ces cristaux sur la plaque, il faut les dissoudre dans un solvant approprié pour pouvoir faire ces dépôts. Alors, à quelles conditions la synthèse va-t-elle être réussie? Si le dépôt qui correspond aux cristaux qui ont été obtenus lors de la synthèse ne donne qu'une seule tâche, et cette tâche, bien sûr, doit être au même niveau que les cristaux de paracétamol. À ce moment-là, ça voudra dire que l'espèce chimique que l'on a synthétisée est bien pure et que c'est bien du paracétamol. Un rappel sur l'utilisation du bancofleur. Un bancofleur est une plaque métallique avec un gradient de température. La température va augmenter progressivement de la droite du banc vers la gauche. Le bancofleur doit être allumé 30 à 45 minutes avant de faire une mesure afin de permettre justement l'établissement de ce gradient de température. On commence par l'étalonner avec des cristaux étalons dont on connaît parfaitement la température de fusion. Puis après, on va poser les cristaux dont on veut déterminer la température de fusion sur la partie la plus froide du banc et on va les déplacer avec une spatule vers la partie la plus chaude. Et on va repérer l'endroit où les cristaux vont commencer à fondre. Puis après, on va placer le curseur à la frontière entre le solide et le liquide et on relèvera la température de fusion en notant ici la graduation qui correspond à la pointe de l'index, ici 122 degrés Celsius.